Bonjour, j'espère que vous passez un bon dimanche et je réponds à l'appel de certains d'entre vous qui aimeraient que je continue au plus vite la lecture des enfants des lacustres que j'ai commencé avec les 2 premiers chapitres. Je vous expliquer que cette histoire se passe à l'époque du Néolithique, au bord de ce qui est devenu le lac de Neuchâtel, dans la région des Trois-Lacs. Voilà une carte des Trois-Lacs. Et voilà mes personnages, Plume Noire et Lièvre Rapide, les enfants des lacustres. Chapitre 3. Grande pierre dressée. J'en ai déjà vu une chez nos voisins du petit lac de l'Est. Ils l'avaient troquée à des marchands venus d'un grand lac, encore plus à l'Est. Elles valent très cher. 2 mains de perles de cuivre. C'était trop pour moi. Grand Hibou venait de s'exprimer après avoir examiné le front soucieux le contenu du sac. La hache dont il parlait était un magnifique objet parfaitement lisse. Perforée en son centre, elle montrait une extrémité bien tranchante, alors que l'autre, arrondie, pouvait servir de marteau ou de massue. Elle avait été taillée et polie dans une pierre presque noire dont les veines luisaient d'un beau vert sombre. La percer si adroitement en son centre, couvert de sable pour que le frottement l'use en faisant tourner un forêt de bois creux, avait dû nécessiter bien des jours de travail minutieux. En outre, son manche de buis bien droit s'insérait parfaitement dans cet orifice, un travail exceptionnel que tous les villageois admiraient en la faisant passer de main en main. C'est une hache de guerre, précisa Truite bondissante à l'adresse de Grand Hibou. Le vieil homme à la courte barbe grise, aux yeux bleus, clairvoyants et au corps tout sec, mais encore fort, était l'homme sage du village. Il communiquait avec les esprits par des rites secrets et servait d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Il présidait les cérémonies marquant la vie de la communauté au cours de l'année, comme la fête des moissons ou celle du solstice d'hiver. Il faisait des offrandes à la déesse mère de la terre, Deva, et à son époux, le dieu du soleil, Enlil, comme aux divinités de la lune. Mouna, ou du lac, Genoua, pour qu'ils soient généreux avec les hommes des lacs. Il trouvait également aux villageois leur nom d'adultes lors de leur initiation. On le consultait enfin pour soulager son âme des peines de la vie. Mais pour les blessures du corps, on venait de loin se faire soigner par sa femme, Truite bondissante, qui était aussi la chef du village. Elle était réputée bien au-delà de la contrée des Trois-Lacs pour sa connaissance des plantes qui guérissent, pour sa science de la réduction des fractures et même pour les opérations qu'elle pratiquait à l'aide de son couteau de silex. Les villageois l'avaient désignée pour les diriger après que le précédent chef s'était noyé lors d'une tempête. Grand Hibou avait interprété ce drame comme un avertissement de Deva qui leur était adressé. Il devait faire la paix avec les autres villages du peuple du lac suite à une période de conflit autour des zones de pêche et des territoires de chasse. C'est tout naturellement vers cette femme respectée et consultée loin alentour que s'était porté le choix de l'Assemblée. L'assemblée que présidait Truite bondissante était réunie autour du grand foyer central de la plus grande maison du village. Dans sa belle robe de lin incrustée de perles d'os et de cuivre, avec son collier de défense de sanglier et son bonnet en fourrure de lièvre, elle affichait toute sa tranquille autorité. Entre son front tatoué, ses hautes pommettes encore fraîches pour son âge avancé, ses yeux verts vous transperçaient d'un mélange de persuasion et de bienveillance lorsque vous croisiez son regard. Cette hache est un avertissement, reprit-elle. Nous ne pouvons rester sans réagir. Mais nous savons aussi ce que nous risquons, poursuivit-elle. Je remercie Plume Noire et Lièvre Rapide du récit de leur aventure et de leur prise. Nous sommes fiers de vous. À ces mots, les enfants se contentèrent d'un sourire gêné sous les murmures d'approbation des présents. Assis à leur côté,
Aurore et Serre Agile, leurs parents les serrèrent contre eux dans un élan de tendresse. Leur mère arborait sa plus belle robe de fibre de tilleul blanc qui mettait en valeur ses beaux cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules. Leur père était encore vêtu de la tunique et des jambières de cuir qu'il portait pour la chasse. Il en était justement revenu à la nuit tombante, un chevreuil sur les épaules, lorsque l'assemblée avait été convoquée. Sous sa barbe brune, un sourire trahissait sa fierté de voir ainsi ses enfants à l'honneur devant tout le village. Il n'était d'ailleurs pas le seul à être fier. Outre Aurore, 2 autres participants rayonnaient de bonheur, car Serre Agile n'était autre que le propre fils du couple qui recevait l'assemblée. Pour une fois, les enfants avaient été invités par leurs grands-parents à relater ce qu'ils avaient vu. Ils avaient décrit les intrus, leurs langues, leurs habits et leurs grandes pirogues et présenté leur butin dont le contenu était à présent examiné et commenté par l'assemblée. Lorsque Lièvre Rapide avait ouvert le sac dans la pirogue, il en avait extrait un véritable trésor, une hache particulière et plusieurs ébauches de haches de cuivre servant de lingots, 2 grands couteaux de silex blond magnifiquement travaillés et une épingle en os. D'une boîte en écorce, il avait sorti un somptueux collier de perles de cuivre, d'os et de pierres vertes polies. Mais le sac de cuir souple contenait un second sac plus petit tissé en fibres de libère de tilleul. À l'intérieur, soigneusement enroulé dans une étoffe, 3 gobelets de céramique fine décorés de motifs torsadés leur indiquèrent par leur étrangeté que les intrus venaient sans doute de loin. C'est justement l'un de ces gobelets que reniflait Serre Agile. « Je reconnais cette odeur !» de l'orge fermentée, comme celle que nous buvons aux fêtes du solstice. Mais son parfum est plus subtil. Une hache, des lingots de cuivre, des parures magnifiques et ces gobelets, résuma Truite bondissante. Mais qui sont donc ces étrangers? Et surtout, pourquoi se sont-ils assez forts pour nous défier en venant harponner nos brochères, enchérit son fils? C'est ce que nous allons découvrir. Ils venaient de l'Est dans de longues pirogues, selon les enfants. Cela n'est sans doute pas passé inaperçu, ajouta la chef. Une expédition ira à la recherche d'informations sur ces étrangers. Chapitre 4. L'expédition. Pagayez plus fort vers la rive. J'aperçois la crique du vieux village, lança Serre Agile. Nous y serons à l'abri. Comme pour appuyer ses propos, un éclair zébra le ciel avant de s'abîmer dans l'eau du lac, de plus en plus agitée. Le coup de tonnerre qui le suivit immédiatement fit trembler sa surface. L'orage fondait sur les 4 embarcations. Tôt ce matin-là, l'expédition s'était mise à l'eau. La veille, après avoir été congédiés avec les félicitations de toute l'assemblée, les enfants étaient partis vaquer à leurs tâches quotidiennes. Ils avaient tout d'abord donné à manger des restes de gruau d'avoine et des abats de cerf aux porcs qui se vautraient dans la boue à l'arrière de leur maison. Les truies, le dos couvert d'une épaisse toison de laine frisée, toute croûtée de boue, n'étaient pas commodes et il fallait se méfier de leur défense acérée. L'instinct les poussait à protéger leurs petits qui ressemblaient à des marcassins. Leur père était souvent un sanglier solitaire attiré par les femelles lâchées dans le sous-bois de châne pour y manger des glands. Avec précaution, Plume Noire avait pris son préféré dans les bras. Contrairement au jeune sanglier, il allait très vite perdre son doux pelage zébré. Elle ne pourrait bientôt plus profiter de la tendresse du petit être. Elle supplierait alors sa mère de ne pas le servir rôti au repas communautaire des cérémonies du solstice ou en offrande au dieu Enlil. L'ayant reposé à terre, elle avait suivi son frère qui se dirigeait vers l'enclos des vaches et des taurillons, accompagné de Flocon. Le chien était prudemment resté en arrière, car si les vaches noires étaient petites, leurs cornes pouvaient facilement l'embrocher si l'envie leur en prenait. Le garçon avait caressé un taurillon
en lui donnant une brassée d'herbe fraîche. Puis il s'était approché de la mère en s'agenouillant, une jatte de terre cuite à la main. Il l'avait posée au sol et tout en parlant doucement à la vache, avait fait jaillir le lait de ses pieds d'une pression des doigts 1000 fois répétée. Une fois le récipient rempli, il le porterait à sa mère qui le laisserait cailler avec de la présure, partie d'un estomac de veau, avant de l'égoutter dans une faisselle pour en faire un délicieux fromage blanc. Flocon avait ramené les chèvres et les moutons qui paissaient à l'oreille du bois sous la garde d'un jeune enfant vers les enclos. Soudain, Plume Noire et son frère entendirent la rumeur des villageois sortant en grande discussion de la maison de leurs grands-parents. Aurore les appela pour leur annoncer que le conseil venait de décider d'envoyer une délégation dans les villages de l'est du lac, afin de découvrir ce qu'ils savaient des intrus. En remerciement de leur courage et de leur astuce, Plume Noire et Lièvre Rapide en feraient partie, car leur mère était originaire de là-bas. Ce serait également l'occasion pour eux de mieux connaître leur famille maternelle. Fous de joie, les enfants aidèrent aux préparatifs jusqu'à la nuit tombante. À leur côté, 4 jeunes hommes et 4 jeunes femmes, répartis dans 4 pirogues, conduites par celles qui allaient occuper avec leurs parents, seraient du voyage. Sans oublier Flocon et son flair infaillible. Quel programme excitant! Partis de bonne heure le lendemain matin, ils pagaillèrent avec entrain en tenant des chants de rameurs avant d'être rattrapés par de gros nuages noirs annonciateurs d'orage ou pire de tempête. L'ordre de leur père de pagailler plus vite galvanisa les rameurs qui redoublaient d'efforts. Certaines tempêtes étaient si fortes que de nombreuses parties de pêche avaient tourné au drame. Un nouvel éclair manqua de faire éclater leur tympan tant il était proche. Les vagues fouettaient les pirogues et il fallait toute la science du pagailleur guide de l'arrière pour les affronter sans chavirer. De grosses gouttes commencèrent à s'écraser sur leur visage, la pluie s'en mêlait. Soudain, les éléments se déchaînèrent autour d'eux et ils durent percer une vraie roselière de pluie avant d'atteindre la rive. Lorsqu'ils eurent débarqué, un groupe déchargea en toute hâte sacs et fardeaux, tandis qu'un autre tirait les pirogues haut sur la plage, par-dessus des troncs couchés. Nulle vague ne viendrait les emporter. Sous la conduite d'Aurore, ils se hâtèrent vers les silhouettes fantomatiques de ce qui naguère avait formé un village. Des maisons étaient à moitié en ruine, avisant une bâtisse encore solidement arrimée au sol par de lourds poteaux et pourvue d'un toit à peu près étanche. Le groupe s'y réfugia. La bourrasque pouvait se déchaîner. Trempés mais saufs, ils étaient à l'abri. Déjà, Aurore extrayait d'un sac de peau des copeaux de bois, un silex et une pyrite. C'était un minéral ferreux qui produisait des étincelles par choc avec un silex. Les deux ensemble formaient un briquet primitif. 2 jeunes femmes s'activaient à dégager un ancien foyer empyré. Bientôt, un bon feu crépita, alimenté par du bois sec ramassé çà et là par les hommes. Il n'y avait plus qu'à attendre que la colère de Torun, le dieu du tonnerre, se calmât. Père a dit que les habitants ont abandonné ce village. Sans doute avaient-ils épuisé la terre de leur champ, se demanda Plume Noire à haute voix. L'orage était éloigné et la pluie avait cessé. Les enfants, apercevant le soleil darder entre les trouées bleues des nuages, avaient obtenu la permission de visiter les ruines du village. Laissons les adultes préparer le bivouac, mais à une condition. Allez-y, mais avec Flocon, avait précisé leur mère, qui connaissait les qualités de gardien du grand chien blanc aux oreilles de loup. Les enfants avaient exploré les bâtiments à demi effondrés, à la recherche d'objets abandonnés par les anciens habitants des lieux. Parfois, seuls les pilotis qui soutenaient les maisons pour les protéger des crues du lac avaient tenu, et les parois s'étaient affaissées, faute d'entretien. Sans s'en rendre compte, ils s'étaient éloignés dans une partie du village, cachés à la vue de leurs parents. Soudain, Lièvre Rapide ramassait une flèche encore armée d'une magnifique pointe de silex blond de forme triangulaire. À l'instant où il allait l'exhiber fièrement à sa sœur, Flocon se mit à gronder, les poils de son échine hérissés, les oreilles déployées, ramassé sur lui-même, comme prêt à bondir. C'est alors qu'un grognement leur parvint
de la forêt de saules toute proche. Miel. Ne bouge surtout pas et parle-lui doucement s'il approche, murmura Plume Noire. C'est Grand Hibou qui me l'a conseillé. Lorsque l'immense bête déboucha des fourrés, les enfants crurent leurs derniers instants arrivés. Chacun évoqua son esprit animal protecteur, l'épervier pour Plume Noire et l'écureuil pour Lièvre Rapide. Peu après leur naissance, Grand Hibou avait découvert ses esprits en auscultant les pelotes régurgitées par un hibou de grand-duc. La pelote contenait pour chacun des signes évidents du dernier repas du rapace nocturne. Plume d'épervier et reste d'écureuil. Cependant, ces esprits ne reflétaient pas forcément les noms de Plume Noire et Lièvre Rapide que l'homme sage leur avait donnés, ceux-ci lui ayant été suggérés par un rêve. Mais déjà, l'ours trottait tranquillement dans leur direction. Plume Noire fit signe à son frère de lui faire face. Lorsqu'il fut à quelques pas d'eux, il se dressa sur ses pattes et sa taille gigantesque les fit frissonner. C'est alors qu'ils remarquèrent qu'une longue corne s'échappait de ses mâchoires. « Mais c'est quoi ça ?» lança Lièvre Rapide à sa sœur. À peine avait-il posé cette question que l'ours y répondit en agissant comme jamais il n'avait vu un tel animal le faire. Campé sur ses pattes arrière, il se mit à tourner sur lui-même avec un balancement qui ne pouvait qu'évoquer une danse. Eh bien, je crois que ça, c'est ce qui va nous permettre de résoudre ce mystère, s'exclama Plume Noire d'un ton amusé. Avec des gestes prudents, elle s'approcha de la corde qu'elle saisit sans laisser le temps à son frère de la retenir. Aussitôt, la bête s'arrêta. Elle retrouva la marche à quatre pattes et tira doucement sur la corde. L'ours se mit en route, tenu en laisse par Plume Noire. Du regard, elle fit signe à son frère de se laisser guider vers la forêt, pendant que Flocon, apaisé, reniflait prudemment leur nouvel ami. C'est simple, la corde passe par là, oui, entre ces deux grosses dents à mastiquer et entoure le museau. Miel a l'habitude, je l'ai trouvée il y a 10 printemps, tout bébé. Elle était affamée et serait sans doute morte, mangée par les loups ou par son père. Elle ne peut plus vivre seule, alors pour qu'elle ne se fasse pas tuer par des chasseurs, j'ai dû lui mettre cette corde. La femme qui venait de fournir ces explications pour étancher la curiosité des enfants était sans doute plus âgée que truite bondissante. Son visage rempli de tatouages ressemblait à l'écorce d'un vieux bouleau, ce qui surprit les enfants. Elle était vêtue d'une longue robe de peau de cerf entièrement décorée de perles d'os. Elle portait une parure et des bracelets en défense de sanglier. Enfin, les années, elle se tenait bien droite, malgré les années, et marchait sans l'aide d'un bâton. Seul son regard, bien qu'encore vif, était un peu voilé. « Tu as fait comment pour la prendre si gentille ?» demanda naïvement Lièvre Rapide. La vieille femme lui sourit en regardant tendrement l'ours qui se laissait caresser par Plume Noire. Les animaux ne sont ni méchants ni gentils, tu sais. Très jeune, Miel a perdu sa mère et c'est moi qui l'ai remplacée. Alors elle fait comme moi, elle aide les gens. Lorsque l'ours avait amené les enfants dans une grande clairière traversée par un ruisseau, ils avaient été étonnés d'y découvrir une immense hutte entourée de pierres dressées, gravées de magnifiques dessins en spirale. Les parois de la hutte en branches entrelacées et plaquées d'argile étaient peintes des mêmes symboles. L'ours avait poussé la grosse porte de bois. Dans la pénombre, une femme assise près du feu qui crépitait au centre de l'unique pièce s'était levée. Les étagères de bois chevillées aux parois avaient frappé les enfants. Des bols de bois et de terre cuite regorgeant de plantes et de champignons séchés s'y alignaient et dégageaient une plaisante odeur de sous-bois pour un endroit clos. Je m'appelle Main Magique. Les invités de Miel sont les bienvenus. Pressés de leurs questions, la femme leur avait raconté que le vieux village, déjà décimé par une épidémie de fièvre mortelle, avait été attaqué par des étrangers 2 printemps plus tôt. Les habitants avaient été emmenés sur des grandes pirogues. Son ours lui avait sauvé la vie en maintenant les intrus à distance.
Guérisseuse renommée dans toute la région des lacs, elle affirmait connaître leurs grands-parents. Depuis qu'elle était seule, elle devait relâcher Mial, autrefois nourrie par les chasseurs pour qu'elle trouve sa subsistance par elle-même. Nous devons vite retourner au vieux village, dit soudain Plume Noire, revenant à la réalité. Nos parents doivent être inquiets. Nous reviendrons vous trouver avec eux et ils pêcheront pour Mial. Après avoir pris congé de leurs hôtes, les enfants repassèrent par la forêt. La journée était bien avancée et un grand calme y régnait. Même les oiseaux semblaient muets. Tu ne trouves pas que... s'exclama soudain Lièvre Rapide qui ne put terminer sa phrase. Tout comme sa sœur, il fut projeté dans les airs et se retrouva suspendu, la tête en bas. Suite au prochain épisode. À tout bientôt et bon dimanche.